Interrogation surprise. Pas la peine de fuir, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui suivent mon cours en dilettante, donc nous allons voir ce que vous valez en rhétorique. C'est très simple, je vais vous poser 10 questions à choix multiples, vous allez noter vos réponses au fur et à mesure, à la fin on fait la correction pour apprendre des trucs, et ça vous permettra d'avoir une idée objective de votre niveau. Est-ce que vous êtes sérieux? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt de petits Victor? Attention, vous êtes prêts? Première question. Quel argument vise à susciter des émotions chez l'auditoire? Est-ce que c'est l'argument logique? Est-ce que c'est l'argument d'autorité? Est-ce que c'est l'argument pathétique? Est-ce que c'est l'argument ad hominem? Vous avez vu, on commence simplement, facilement. Je vous laisse 2 secondes pour noter la réponse. C'est terminé. On se reconcentre et on va passer à la seconde question. Attention, quel est le nom de la figure de style qui consiste à répéter un mot ou une expression à la fin de plusieurs phrases consécutives? Est-ce que c'est l'anaphore? Est-ce que c'est l'épiphora? Est-ce que c'est le parallélisme? Est-ce que c'est la gradation? C'est terminé. Alors après, quand je dis c'est terminé, je sais bien que vous pouvez me mettre sur pause, etc. Mais jouez le jeu s'il vous plaît. Et si ce format vous plaît, peut-être bien qu'on pourrait décider de faire ça la prochaine fois en live. Troisième question. Quelle institution athénienne était chargée de proposer des lois à l'Assemblée et de surveiller leur application? Est-ce qu'il s'agit de l'Ecclésia, de la Boulée, de l'Héliée ou des Archontes? Alors c'est parti, on passe à la 4e question. Quelle est la technique qui consiste à utiliser des questions rhétoriques pour amener l'auditoire à réfléchir? Est-ce qu'il s'agit de la maïotique? Est-ce qu'il s'agit de l'ironie? Est-ce qu'il s'agit de la litote? Est-ce qu'il s'agit de l'hyperbole? Une question qui n'est pas insurmontable, et je vous propose de vous préparer pour la 5e question, et c'est parti! Parmi les grands auteurs de la rhétorique, lequel a écrit un traité intitulé De l'invention qui analyse les différentes techniques pour trouver des arguments? S'agit-il d'Aristote, de Platon, de Cicéron, de Quintilien? Ça, je pense que c'est quand même cadeau. Après, ça reste de la culture générale, donc c'est quand même des choses on sait pas. Dites-vous que ce genre de petit quiz, ça vous prépare pour vos futures parties de Trivial Poursuite, jeu auquel je suis imbattable, car je passe des heures par jour à réviser Wikipédia. Et on se prépare pour la question numéro 6. On se détend avec une question hyper simple. En quoi consiste l'éthos d'un orateur? Est-ce que c'est la crédibilité et l'autorité de l'orateur? Est-ce que ce sont les émotions que l'orateur souhaite susciter chez son public? Est-ce que ce sont les arguments logiques que l'orateur utilise pour convaincre son public? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'exemples concrets que l'orateur utilise pour illustrer son propos? Là, je pense que ça va, hein. On attaque. Question numéro 7. Quel est le nom de la figure de style qui consiste à exagérer intentionnellement une réalité afin de la rendre plus frappante? Est-ce qu'il s'agit de la métaphore, de la comparaison, de l'hyperbole ou de la litote? Et voilà, c'est terminé. Plus que 3 questions, chers amis. Je vous propose de vous préparer pour la question 8. Qu'est-ce qu'un syllogisme? Attention, est-ce que c'est une phrase longue, complexe? Est-ce que c'est une figure de style utilisée dans la poésie? Est-ce que c'est un type de raisonnement formel? Ou est-ce que c'est un outil mathématique pour résoudre des équations? Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Et c'est terminé. Avant-dernière question, question numéro 9. Parmi les auteurs suivants, lequel n'a pas écrit de traité de rhétorique? Alors je précise qu'il y a un piège, mais peut-être que le fait que je vous dise qu'il y a un piège, c'est le piège, qui sait? Donc qui n'a pas écrit de traité de rhétorique? Est-ce qu'il s'agit d'Aristote, de Cicéron, de Blaise Pascal ou de Saint-Augustin? Et voilà, bon, au moins vous apprendrez quelque chose peut-être pendant la correction. Et je vous propose de passer à la dernière question. Classer ces figures de l'histoire de la rhétorique, de la plus ancienne à la plus récente. Donc je vous demande de classer par ordre chronologique Quintilien, Cicéron, Aristote, Aelius, Théron et Gorgias. Je vous laisse quelques secondes.
Je reviens avec vous pour la correction, ce sera plus sympa. J'adorais faire ça, les quiz, quand je donnais des cours à l'université. Certains disent que c'est pas une super méthode pédagogique. Je faisais pas les examens sous forme de quiz, mais ce que j'aimais bien faire, c'est à la fin d'une leçon, préparer un petit quiz comme ça en rigolant avec les élèves, parce que je pense que c'est quand même une manière d'intégrer certaines choses qu'on a vues pendant la leçon. Donc essayer de faire des leçons avec d'un côté des exercices, c'est-à-dire que quand je présentais une technique rhétorique ou un plan de discours, je profitais du fait qu'on était en amphi pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir faire des performances, et j'aimais bien changer l'amphithéâtre en terrain de jeu, et par ailleurs j'aimais bien terminer par un petit quiz en rigolant. Tout ça pour vous dire que ça me rappelle des souvenirs. Question 1. Quel type d'argument vise à susciter des émotions chez l'auditoire? Je pense que vous l'aviez tous, il s'agit de l'argument pathétique. Voilà, on aurait pu dire, j'ai marqué argumentate pathétique pour que ce soit pareil avec l'autre, mais on aurait pu dire pathos, vous voyez, c'est la même chose. L'argument logique, je trouve que c'est un peu ridicule de distinguer l'argumentation logique de l'argumentation pathétique, etc. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de tout dans tout, mais voilà, pour les besoins de l'exercice, on s'est mis ça. L'argument d'autorité, ça c'est dire je sais de quoi je parle car j'ai un diplôme dans telle ou telle discipline, sachant que l'argument d'autorité, c'est pas un argument qui est nécessairement mauvais, hein. Parfois, ça vaut effectivement la peine d'accorder plus d'attention à des gens parce qu'ils ont une expérience pertinente dans le domaine, mais bon voilà, ça ne peut pas être le seul argument, c'est un argument parmi d'autres, et l'argument ad hominem, si vous voulez, c'est le contraire de l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on va pas essayer d'augmenter la force de persuasion au regard du statut, on va essayer au contraire de diminuer la force de persuasion au regard du statut avec des choses du type on n'en attendrait pas moins d'un tu dis n'importe quoi parce que t'es un tatata, etc. On commence par discréditer la personne pour pouvoir discréditer le discours. Alors, quel est le nom de la figure de style qui consiste à répéter un mot ou une expression à la fin de plusieurs phrases consécutives? Ça, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu me faire avoir. Je te dis je sais, anaphore, etc. C'est à la fin, donc la fin c'est épi, c'est épiphore, épiphora, c'était ça la bonne réponse. Donc si vous avez répondu anaphore, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est que vous êtes rapide, et c'est d'ailleurs ce qu'elle vous dit tout le temps. Question numéro 3, quelle institution athénienne était chargée de proposer les lois à l'Assemblée et de surveiller leur application? Eh bien, chers amis, ça c'est ce qu'on appelle la boulée. Donc la boulée propose les lois, l'ecclésia vote les lois, l'élié c'est le tribunal, donc c'est là si vous avez un conflit avec quelqu'un, vous le défiez devant l'élié, et vous avez également les archontes, ça ce sont un petit peu une sorte de cour suprême, mais ils n'ont pas seulement des fonctions judiciaires, ils ont aussi des fonctions religieuses, c'est un petit peu comme de super magistrats. Question 4, la technique qui consiste à utiliser des questions rhétoriques pour amener l'auditoire à réfléchir. Eh bien, il s'agit de la maïotique. La maïotique, c'est quand vous allez poser des questions, et l'objectif c'est d'ébranler les certitudes. L'ironie, c'est la technique qui consiste simplement à dire le contraire de ce que vous pensez pour faire passer ce que vous pensez, c'est dire à quelqu'un t'es vraiment un génie, ce genre de choses. La litote, c'est une atténuation, c'est par exemple dire elle est pas mal du tout pour dire elle est vraiment belle. Hyperbole, ça va être des choses du type je sais pas, ça fait 2 siècles que j'attends, etc. Donc c'est un procédé d'amplification. Question 5, parmi les grands auteurs de rhétorique, lequel a écrit un traité qui s'appelle De l'invention, qui analyse les différentes techniques pour trouver des arguments? Et il s'agit de Cicéron, bien sûr qu'il s'agit de Cicéron, les amis. Aristote a écrit la rhétorique. Il écrit pas mal d'ouvrages, Aristote, sur les plus ou moins liés aux arts oratoires. Donc vous avez la rhétorique, vous avez les réfutations sophistiques. Et les réfutations sophistiques, c'est on a la croisée de la dialectique, mais il analyse des techniques pour réfuter sur la forme, sans réfuter sur le fond, si vous voulez. Vous avez également des traités de dialectique. Vous avez les topiques d'Aristote. Vous avez un autre ouvrage qui est plus ou moins associé à Aristote, qui est pas inintéressant, qui s'appelle la rhétorique à Alexandre, parce que Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand. La poétique, ça c'est un traité sur le théâtre, mais c'est pas mal pour apprendre la narration. Platon, vous n'avez pas de traité de rhétorique, il était plutôt hostile à la rhétorique. Par contre, vous avez des dialogues dans lesquels il aborde la rhétorique, par exemple le Gorgias. Et Quintilien, vous avez un très bon traité que j'aime beaucoup, qui s'appelle De l'institution oratoire, et toutes ces choses dont je vous parle, vous pourrez trouver des versions numériques gratuites très facilement, notamment sur Wikisource.
Ensuite, en quoi consiste l'éthos d'un orateur? Vous l'aviez tous, c'est la crédibilité et l'autorité d'un orateur. Là, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas tellement de connaître les termes, c'est d'avoir des stratégies pour bien les appliquer. Et je vous ai fait une masterclass sur la chaîne qui s'appelle Atelier de rhétorique pour bien développer comment est-ce qu'on peut travailler sur son ethos, parce que c'est quelque chose qui est important. Si vous voulez travailler votre ethos, c'est un travail de fond qui consiste à acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine sur lequel vous vous exprimez, et ça consiste également à avoir un petit peu une idée de votre manifeste, de votre vision, pour vous assurer d'agir de façon cohérente avec vos principes, et ça va vous donner une force considérable. Question 7. Quel est le nom de la figure de style qui consiste à exagérer intentionnellement une réalité afin de la rendre plus frappante? Nous en avons déjà parlé et il s'agit de l'hyperbole. Question 8. Qu'est-ce qu'un syllogisme? Eh bien, un syllogisme, c'est tout simplement un type de raisonnement de logique formelle qui est composé d'une prémisse majeure, d'une prémisse mineure et d'une conclusion nécessaire. Donc votre prémisse majeure, c'est quelque chose comme une vérité générale, une vérité absolue, du type « tous les hommes sont mortels ». Votre prémisse mineure, si vous voulez, c'est une instanciation de votre prémisse majeure, du type « or, Socrate est un homme ». Et une fois que vous avez posé « tous les hommes sont mortels » et « Socrate est un homme », eh bien vous avez une conclusion qui découle nécessairement. Donc Socrate est mortel. En fait là ça a l'air un peu bateau là, les trucs sur les syllogismes, mais quand vous commencez à faire de la logique formelle c'est intéressant. J'avais une partie de mes cours qui portait sur la logique formelle et on peut vraiment bien s'amuser avec ça, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on abordera quelque part. Typiquement le genre de sujet que je traiterai quand j'aurai tellement d'argent que je me ficherai complètement de faire 3 vues avec mes vidéos. Question 9. Parmi les auteurs suivants, lequel n'a pas écrit de traité de rhétorique? Alors ça c'est rigolo parce que en fait le petit piège que je voulais vous mettre là-dedans, c'est Saint-Augustin. Je pense que certaines personnes se sont dit non c'est Blaise Pascal c'est un genre de mec qui fait de la philo, tout ça, alors que Saint-Augustin, la fameuse rhétorique de Saint-Augustin, rien du tout, il n'a pas écrit de traité de rhétorique Saint-Augustin, même si c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la rhétorique et que vous avez eu plein d'essais universitaires sur la rhétorique de Saint-Augustin, la rhétorique dans Saint-Augustin, etc. Oui, Blaise Pascal, je vous en avais parlé parce que si vous regardez dans les vidéos de cette chaîne, vous avez une vidéo qui est un top 5 de traités de rhétorique, typiquement aussi le genre de vidéo qui fait absolument pas de vues, et je vous avais sorti un traité de Blaise Pascal que je trouve assez intéressant. Vous allez le trouver sur Wikisource, de l'esprit géométrique et de l'art de persuader, et c'est pas mal, hein, c'est quelque chose, ça se lit bien. Blaise Pascal est quelqu'un d'intelligent, de rigoureux, ça vaut la peine si vous voulez fortifier votre raisonnement et votre discours, je recommande, et je classe ça sans problème parmi les traités de rhétorique, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à la manière dont on peut prendre la parole pour persuader. Finalement, dernière question, classer ces figures de l'histoire de la rhétorique de la plus ancienne à la plus récente. Le plus ancien, c'est Gorgias. Gorgias, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Vous avez des fragments de textes de Gorgias. Vous avez des écrits de philosophes qui avaient un peu le seum contre Gorgias parce qu'il gagnait très bien sa vie. Il était capable de former les gens à faire des discours remarquables. On savait que Gorgias pratiquait des exercices de rhétorique pour apprendre justement à capter l'attention, notamment l'éloge paradoxal. Si vous tapez Gorgias éloge d'Hélène, vous avez l'exercice de l'éloge paradoxal, à savoir dire du bien de quelque chose que tout le monde considère blâmable pour essayer de démontrer notre puissance rhétorique. Ensuite, vous avez Aristote, qu'on situe comme le père de la rhétorique. Aristote, a priori, c'est pas la première personne à avoir écrit un traité de rhétorique, parce que vous avez notamment Corax et Tisias qui ont développé une première réflexion sur la parole persuasive dans un contexte de grands procès que vous aviez en Sicile, de gens qui avaient été spoliés, qui voulaient récupérer leurs terres, et donc il y a eu beaucoup de procès à ce moment-là, mais on n'a rien conservé de ça. Aristote, si vous voulez, c'est le traité qui est le plus ancien à nous être arrivé en si bon état. C'est pour ça qu'Aristote est considéré un petit peu comme le père de la rhétorique. Ensuite, vous avez Cicéron qui a écrit sur la rhétorique, mais qui lui, pour le coup, était véritablement un praticien qui a gagné des procès retentissants
retentissant et l'histoire de Cicéron est très intéressante. Si vous voulez un très bon livre qui est à la croisée du polar, de l'histoire et de la fiction, mais c'est quand même assez rigoureux, vous avez Imperium, Quintilien, donc l'auteur de l'institution oratoire, et Aelius Théon, ça c'est un petit peu plus tard, mais on l'aime bien dans l'histoire de la rhétorique parce qu'il a compilé les progymnasmata, et les progymnasmata, c'est ces exercices qu'on utilisait pour se former à la prise de parole dans l'Antiquité, et il les a rassemblés dans un traité, et c'est donc un traité qu'on ponce quand on s'intéresse à la rhétorique. Dites-moi en toute honnêteté quel est votre score dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéos pédagogiques et que vous voulez m'encourager à en faire plus, eh bien vous pouvez essayer de vous battre pour que cette vidéo fasse plus de 10 000 vues en mettant un petit pouce et un petit commentaire. Vous pouvez également la partager et vous abonner. Et par ailleurs, si vous voulez plus de rhétorique, ça se passe dans mon cercle des orateurs. Je suis en train de travailler sur ma prochaine série d'articles qui va toucher aux relations entre rhétorique et intelligence artificielle, à savoir comment utiliser l'intelligence artificielle dans la création de contenu, mais aussi toute la dimension qu'est-ce qu'on n'a pas intérêt à déléguer si on ne veut pas se fondre dans la masse. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.